Allez, 3, 2, 1. Bite. Ah non, tu commences pas. Hein. Est-ce qu'on peut virer l'invité du plateau? On va faire l'interview nous deux. Bonjour Ismaël, bonjour Camille, du coup on se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode du Eleven Show. Merci beaucoup de m'accompagner Camille pour à nouveau un nouvel épisode. Avec merci plaisir. à Ismaël de nous accueillir ce week-end. Merci à vous d'être venu à Paris surtout. Un peu de route mais très très plaisant, très très bonne soirée qu'on a passée. Donc, Nickel. Pas Beaucoup dormi. Pas beaucoup dormi, mais en forme, on espère. On va voir, de toute façon, il y a le temps de décuver du truc. C'est la concentration qui risque de pêcher. Ouais, mais ça va le faire, ça au fur et à mesure du truc. Et ben écoute, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aimerais que tu te laisses un peu te présenter, juste de dire un peu d'où tu viens. On te connaît beaucoup par la X7, mais voilà, en quelques mots. Alors d'où je viens, à 3 km d'ici. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Par où commencer surtout? Alors, tu veux plus d'informations par rapport à moi ou plus d'informations par rapport à moi dans l'automobile? Alors on peut faire un mix des deux. Déjà commencer un peu par toi personnellement, pourquoi pas, et puis après rentrer dans le côté un peu plus passion automobile, parce que je pense que c'est ce qui va aussi intéresser les gens, de savoir un peu d'où t'es parti, d'où est venue cette passion-là, et de comment en fait on est arrivé là aujourd'hui, de ça et de tout ça. D'accord. Alors pour moi, la passion automobile, ça a toujours été inné, dans le sens où mes parents me racontaient toujours que quand j'étais petit, alors je saoulais mon père avec une chose. Dès que j'ai eu l'âge de monter à l'avant d'une voiture, je lui disais toutes les voitures qui arrivaient en face. Toutes, sur tous les trajets. Sauf qu'à l'époque, on allait au Maroc en voiture. Et ça fait beaucoup de voitures. Et du coup, au bout d'un moment, il a arrêté, il me mettait dans le coffre. Alors, pas méchamment, hein, il y avait une place au fond. Et du coup, et de fil en aiguille, j'ai toujours eu une attirance pour le monde de l'automobile, les voitures, mais surtout d'un côté très particulier, c'est comment fonctionne une voiture. Pas du style uniquement c'est joli. Pourquoi la roue elle tourne, pourquoi on voit le disque de frein derrière, comment ça fonctionne, comment fonctionne un phare. Plein de choses anodines qui ont fait que j'ai essayé d'apprendre une chose, puis une autre, ainsi de suite, jusqu'à comprendre totalement le fonctionnement d'une voiture. Et pour moi, vraiment, c'est ça la passion automobile. C'est de savoir comment fonctionne réellement une voiture, connaître aussi son histoire à la voiture, que ce soit la voiture en elle-même ou le parcours ou même la culture automobile. C'est vraiment quelque chose... pour moi, la passion automobile, ça commence par ça. C'est pas juste se dire « Oh, la voiture, elle est cool. Oh, les rassos, c'est cool. Et je fais des likes sur les réseaux. » Bon, pour moi, c'est tout un package au-delà de la propre image que ça dégage. Ok, donc ça, c'est vraiment axé, on va dire, sur la mécanique, le fonctionnement en fait. Tout Ouais. simple, voilà, vraiment le fonctionnement, le fondement en tout cas de ça, qui t'a plus animé que d'autres personnes, comme tu dis. C'est ça, c'est surtout le fonctionnement même d'une voiture qui m'a attiré dans ce monde-là. Et une fois que j'ai attiré dans ce monde-là,
j'ai commencé à pousser les choses, à m'instruire. C'est bête, mais c'est super important de s'instruire dans le monde de l'automobile parce qu'il y a énormément de choses à savoir et on en apprend tous les jours. Que ce soit des choses qui a 50 ans ou des choses d'aujourd'hui, il y a une évolution technologique et culturelle qui fait que pour moi, ça n'a pas de fin, le savoir dans le monde automobile. Ouais, Ça a vraiment... même aujourd'hui, j'ai beau savoir pas mal de choses, j'ai beau pu faire cette voiture, on en parlera après, qui est très particulière. J'en apprends tous les jours, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou même des gens qui m'apprennent des choses. On en apprend tout le temps. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça, même si on a la connaissance d'il y a 40, 50, 60 ans, eh ben, il y a toujours des nouvelles innovations, des nouvelles techs, des nouveaux trucs, il y a toujours à apprendre en fait, il y a toujours matière à aller chercher. Bah toujours. Et d'autant plus que quand un constructeur a conçu quelque chose, mais qui a abandonné un projet, ou c'est un autre constructeur qui l'a repris, qui a apporté son savoir, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'autant plus qu'il faut aussi lier l'automobile aux événements. Mais l'automobile a vachement évolué grâce à des événements, alors qui ont été tragiques ou pas, dans le monde. Ce qui fait que tu lis l'histoire du monde en fait avec le monde de l'automobile par la même occasion, et les deux en fait se suivent parallèlement. Et du coup, il y a des croisements énormes dans les deux mondes. Est-ce que du coup il y a eu un élément déclencheur qui t'a donné cette envie d'apprendre ou c'est vraiment venu naturellement comme ça? Non, c'est vraiment venu très naturellement. Très, très tôt, j'ai voulu commencer à bricoler, à faire les choses par moi-même, parce que je suis quelqu'un de très manuel, et du coup, le fait est de comprendre par moi-même, de mes propres mains, ça me faisait tilter pas mal de choses, et du coup, tu comprends mieux comment le concepteur a voulu voir la chose. Ok. La vision de ce qu'il a voulu faire en fait. Enfin, sa vision en créant le truc, c'est en le découvrant justement. C'est ça. Ouais. Ouais, t'as résumé. Mais ouais, effectivement, comme disait Camille, il n'y a pas eu un événement déclencheur ou comme on a pu voir justement la dernière fois avec Alex et tout, où ça a été un événement ou un truc. Là, c'est vraiment, ça s'est fait naturellement, comme tu racontais un peu plus tôt. Il y a eu un événement qui m'a marqué quand j'étais jeune, qui a fait que, pour moi, je pense, j'ai vraiment passé une seconde vitesse dans le monde de l'automobile. J'avais peut-être 15 ans, 16 ans, et j'avais un de mes voisins qui était patron d'une concession Fiat, et il baladait son fils, comme tous les papas font, avec le bébé sur les genoux, en train de les faire conduire au niveau du volant dans les petits patelins, dans les petites rues. Et c'était une Maserati 4200 GT. Ah, c'était pas la Fiat 500. C'est ça, ouais. À l'époque, c'était quelque chose. Maintenant, on n'en voit plus beaucoup, malheureusement. Pourtant, je trouve que c'est des super caisses. Et il est passé devant chez moi. J'ai reconnu la voiture. Il s'est arrêté. Et il connaissait très bien mes parents parce que ma mère gardait ses enfants. D'accord. Parce que ma mère est assistante maternelle. Ok. Et du coup, il m'a emmené faire un tour de voiture. Un peu énervé, le tour de voiture. Et mes parents n'ont jamais su que c'était un peu énervé, sinon ils l'auraient tué. Et vraiment, ce jour-là, j'ai commencé à bûcher vraiment sur le monde de l'automobile. Et je me suis dit, il faut que j'ai des caisses, il faut que je me fasse plaisir. Il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est vraiment là où c'est vraiment parti. J'ai commencé par les bécanes. Parce que quand tu as 15-16 ans, tu commences avec les derbies, les DRD, les scooters, tout ce qui est les MBK, les boosters, et tu commences par ça, et au final, après, tu te diriges vers l'automobile. Et c'est vraiment, s'il y a eu un élément qui a vraiment fait que j'ai passé la seconde dans l'automobile, c'est ça, vraiment. Ouais. Le fait est d'avoir fait ce tour dans cette voiture. Donc, merci. Je ne me rappelle plus du coup comment il s'appelle. Mais, ouais. Par contre, du coup, ta mère le saura, si elle regarde la vidéo. Je pense pas. On lui enverra le lien. Bisous, maman chocolat. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton évolution dans l'automobile? Par quelle voiture tu as commencé? Pourquoi ce choix-là? Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai que donc Alex, avec sa RX-7, a eu l'occasion de toucher à beaucoup de caisses. Et bon, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que si toi, tu as eu cette occasion-là, et je pense que c'est le cas, parce qu'avant d'arriver sur la RX-7, tu as peut-être touché à d'autres caisses. Et donc, effectivement, j'ai eu tout et n'importe quoi. Vraiment, j'ai vraiment eu tout et n'importe quoi. J'ai commencé, donc j'avais pas du tout d'argent, j'avais pas du tout de budget. Et on m'avait vendu pour 500 balles une Seat Ibiza de 92. Alors, c'est pas TDI, Black Smoke, etc. Hein.
une Ibiza TD, pas TDI, tu vois, ouais, je commence à dire des bêtises. Voilà. Une Ibiza de 92, c'était un 1,4 litre 90, et je me la racontais parce que, pour la petite anecdote, à l'époque, Seat, avant le rachat par Volkswagen, c'était Porsche qui faisait les culasses. Et du coup, quand on ouvrait le capot, sur les culasses, il y avait marqué Système Porsche. Et je me sentais chaud de fou. Je me sentais Il avait chaud déjà de les fou. lunettes comme ça, le bras à la main. Exactement. Et pour la petite anecdote, j'avais pas du tout de système son. Donc j'avais acheté un vieux poste chez, on peut dire les marques, Ah oui, oui. ouais, chez Autobax. Et j'avais acheté un vieux poste Pioneer. Et du coup, j'avais pris mes enceintes de ma chambre, de ma chaîne hi-fi de l'époque, parce que il y a, ça fait vieux de fou de parler comme ça, mais il y a 15 ans, il y a 14 ans, j'avais pris mes enceintes de ma chambre que j'avais raccordées en fait à mon poste radio en faisant les fils et tout. Donc j'avais 2 boîtes à boum boum dans le coffre qui se baladaient parce que je les avais pas attachées forcément. Et du coup, ça me servait de musique. Du coup, celle-là, elle a cassé. La boîte a pété. Alors, l'embrayage a cassé et ça m'a détruit l'arbre. Maintenant, avec du recul, je sais ce qui s'est passé. Au début, on m'a juste dit que la boîte était pétée. Et du coup, l'arbre primaire avait cassé de la boîte et j'avais pas les moyens de la réparer. Et une caisse de 92, elle était géniale, hein, mais je voulais passer à autre chose. Après, j'ai eu quoi? Une Clio 1 verte bouteille édition Fidji. Rien à voir. Celle-là, alors ceux qui me connaissent, qui habitent dans le coin, on a fait des dingueries avec cette voiture. À ne pas faire. Hein. Ça pue Cette l'anecdote. voiture, je l'ai emmenée partout. 1 litre de essence, indestructible. Indestructible. Ah, tu peux faire des rupteurs pendant 4 heures, ça bougera pas. J'ai roulé dans les champs avec des potes. Et on avait un pote. Alors, on était un petit groupe. Il y avait Mika, Julien, Valentin. Je sais même pas ce qu'il est devenu, ce gars-là. Et on était et du coup, on avait tous des caisses. Mika, il avait une Mégane. Julien, il avait une Punto GT. Ouf. C'est des petites bombinettes. C'est des 1,4 litre turbo là-dedans. Et du coup, on avait des petites caisses et on se tirait la bourre H24. Et je l'ai cartonné cette caisse. Alors, on m'a fait un revue de priorité, et je suis allé droit dedans. Du coup, j'avais plus de phare gauche et on avait tiré un tuyau et on avait mis une chaussette pour faire office de filtre à air. Et je roulais comme ça. Elle faisait un bruit, mon gars. C'était une Ferrari qui arrivait. Et du coup, en fait, je savais qu'elle partait à la poubelle. La côte, elle va monter en flèche. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle partait à la casse. Mais le temps que l'assurance me la rachète et vienne la chercher, j'avais pas d'autres caisses. Donc moi, je continue à rouler avec, littéralement. Et du coup, la voiture, on l'avait manouchée dans tous les sens. Et le jour où elle devait partir à l'assurance, je la cartonne. Je la cartonne bêtement. J'arrivais chez moi. De toute façon, c'est toujours sur les trajets ou quand tu arrives chez toi ou les trajets du quotidien où tu fais les plus grosses dingueries. Là où tu connais ta route, généralement. C'est ça. Et je vais pour tourner dans ma rue, enfin dans mon lotissement, et je fais pas gaffe, je check mon téléphone et le mec devant a pilé. Et je lui rentre dedans. Alors la voiture, elle dit c'est bon, abandonne-moi. Je rentre chez moi, elle m'a emmené jusqu'à devant chez moi. Et elle est tombée comme choupette, pour ceux qui ont la référence. La coccinelle, ouais. Les pneus avant sont... Les 2 pneus avant sont dégonflés en même temps. Et je dis, c'est parce quoi, elle est en train de mourir. Et il y a eu la petite fumée sur l'avant. Et en fait, c'était le ventilateur qui grippait, qui commençait à prendre feu. Oh merde. Et du coup, il y avait une petite fumée devant, et avec les 2 roues qui dégonflaient. J'ai dit, c'est incroyable la scène. Et elle est partie, mais j'ai eu des expériences de fou avec cette voiture. Vraiment digne d'un film en mode, ouais, c'est bon. Elle m'a dit, frérot, ça y est, je t'ai emmené jusqu'à chez toi, jusqu'au bout, comme une vraie voiture. Maintenant, laisse-moi partir en paix. J'ai fait mon taf. Voilà. Après cette Clio, qu'est-ce que j'ai pu avoir comme voiture ? Après, c'était la débandade. Parce que du coup, après la Clio, j'ai acheté quoi ? J'ai eu une Golf 4 qui n'a pas fait long feu non plus. Pas parce que je l'ai cartonné ou autre, mais c'est là où j'ai commencé à faire un peu d'achat-revente à titre perso. Je les achetais, je refaisais des bricoles, je les revendais. Et du coup, ce qui m'a amené à voir... En 2018, j'avais arrêté de compter à 52 voitures. C'était vraiment la période où tu étais en mode, je fais de l'achat un peu revente, on va dire un peu perso. Je gardais une voiture pour moi. Il y avait une voiture que je gardais pour moi. Et après, avec un peu d'argent, j'achetais, je refaisais, je revendais.
Mais peu importe la marque, il n'y avait pas de préférence forcément ou... Il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout. Après, il y avait de tout. Après, je me suis un peu spécialisé E36, Honda. Vraiment, c'était vraiment les deux marques où j'achetais, je revendais énormément de voitures. En fait, c'est à cause de lui qu'il y a la Honda Tax et que ça monte. Exactement. Et même les E36. Les 36, les E36, on les achetait 1500 balles. Quand je vois les prix maintenant, ça me donne même plus envie. Ça me donne plus envie d'acheter des voitures des années 90 quand tu vois le prix que ça vaut. T'achètes la moindre pièce et les mecs ils t'assassinent. Ça vaut plus le coup. Bref, je reviens du coup. Et c'était en quelle année? En 2013, je pars travailler avec la société Go-Cars. Ok. Qui faisaient de l'import d'Angleterre, qui font toujours de l'import d'Angleterre. Et j'ai travaillé avec eux. Et là, ça a été... c'était la folie les bagnoles. J'avais 4 RX-8, 4 Subaru... j'ai collectionné les bagnoles, ça venait, ça partait dans tous les sens. Ouais, c'était déjà plus le même cap, c'était déjà un level au-dessus. Ouais, et des EP3, j'en ai eu 11. Ah, d'accord. J'ai eu 11 EP3, j'ai eu 11 E36. Le chiffre 11, il me suivait. Hein. J'ai eu quoi d'autre? Je saurais même plus te dire, faudrait que je regarde. Lexus, alors, j'ai acheté une EG. Ma première Jeep, c'était une EG5. Une tuerie, j'ai adoré cette voiture. J'ai fait tout et n'importe quoi cette voiture aussi d'ailleurs. Pour une EG5, elle marchait fort, elle sortait 160 chevaux pour une EG5. Pour les 125, alors plein de petites codes. Donc arbre à cam Toda, piston de Suzuki Vitara, ça se monte plug and play pour ceux qui veulent savoir. Suzuki de piston Vitara, donc ça te fait une prépa de compression. Ok. Ça c'est bon à savoir. Hein. Ouais. J'avais quoi d'autre? Une boîte de D15B. Alors est-ce que tu sais c'est quoi un D15B? B tout court. Non. C'est comme l'histoire des K20A, K24A, etc. Du tout. D15B, en fait, au Japon, ils n'ont pas de D16Z6. Ok. Et du coup, ils ont un D15B. C'est un 1,5 Litre VTEC qui remplace le D16Z6 que nous, on a eu. Ok. Et sauf que les D15B ont une boîte autobloquant. Ok. Voilà. Et du coup, j'avais une boîte de D15B, donc avec autobloc. Le même principe que sur les ITR, si je te dis pas de bêtises. Et la boîte était plus courte. C'était un peu l'équivalent quand tu faisais les mecs ils mettaient des 4.5 de VTI sur des boîtes de B18 C4 si je dis pas de bêtises sur les S40 ou je sais plus quoi pour pouvoir raccourcir les rapports de 4 et 5. Et ce qu'ils faisaient c'était une machine. Je ruptais à 2.15. J'étais au rupteur de 15, ça tapait le rupteur. Mais du coup ça surprenait tout le monde. Du coup cette G je l'ai gardé longtemps. J'ai gardé 3 ans et demi, presque 4 ans. Je l'ai vendu à un jeune pour que quelques jours après, il l'explose sur la Nationale 20. J'étais dégoûté. Et en fait, je recevais des photos de gens qui me disaient « Oh, t'as eu un accident, j'espère que t'as rien eu de grave. » J'étais dans mon lit. Ce soir-là, j'étais dans mon lit parce que c'était super tard l'accident. Puis après le G, j'ai acheté une Lexus GS300. C'était le tout début du VIP style en France. Il n'était pas beaucoup à le faire. Aux États-Unis, ça commençait à être assez vénère. Les Lexus par terre, gros jantes, les petits rideaux, les tables avec le champagne, etc. Donc j'avais une GS300. Pour moi, ça a été mon meilleur délit, hormis ce que j'ai maintenant. Quand j'étais jeune, c'est le meilleur délit que j'ai pu avoir. Ça tourne à l'éthanol, c'est confort, ça fait une caisse de Yakuza, ça a une bonne gueule. Ça m'a emmené partout, j'ai voyagé partout avec. Maxime te le confirmera, hein. Il est très très bien. Oui, c'est vrai que Maxime, oui, sa Lexus. Oh, mais lui, il scrape le sol. Non, mais scraper, c'est doux. C'est une raboteuse sa voiture. Non, mais scraper, c'est très doux, scraper. Non, même sa 86, il était sur R et il peut travailler pour la DDE, lui. Je jure. Et meilleur délit aussi, la GS300. Après la GS300, j'ai acheté quoi? Oh, je sais plus. Il y a eu une LS400 aussi, à un moment donné. Mais je sais plus ce qu'il y a eu entre les deux. Enfin bref, il y a eu tout un tas de bagnoles. Après, je te parle vraiment là de voitures que j'ai gardées plus de 6 mois. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont venues, qui repartaient au bout de 2 semaines. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire un peu de capital. C'est bête, mais j'ai tout de suite compris, vite, que si je voulais me faire plaisir, il me fallait des sous. Et pour faire des sous, il faut se sortir du cul. Vraiment. T'as pas d'autre solution vraiment parce que se dire je veux ça, mais faire le flemmard, ça va pas ensemble. Et bien d'accord. Et plus tu montes
Vraiment, plus tu montes en gamme, plus tu montes ton niveau social, plus le travail va être dur. Et en fait, tu rentres dans un cercle sans fin. Mais ce qui est bien, parce que du coup, tu montes, tu as du capital, tu as des caisses cool, tu te fais plaisir. Et du coup, tu bosses plus, et tu sais que derrière, la récompense, elle sera que meilleure. Oui. Et tu rentres, et il n'y a pas de choix, tu n'as pas de solution. Ça donne cette force, quoi, de se dire, ok, j'y vais, mais je sais pourquoi je le fais. C'est ça, c'est bête. Je disais encore, il n'y a pas si longtemps, à des personnes que je côtoyais, il n'y a pas si longtemps que ça, mais que je côtoie plus, ils me disaient, mais toi, t'es fou de faire autant d'heures de boulot. Je dis, mais c'est ça qui fera la différence entre toi et moi. Quand moi, je suis à 4h du matin à faire mes premiers clients ou à 22h faire mes derniers, la différence, même si je vais prendre que 150 balles de plus, mais par jour, fait sur l'année. Ce qui fait que je paye mes vacances à gauche, à droite, que je bouge, etc. Et qui fait que si je veux, du jour au lendemain, mes amis pourront confirmer, je m'achète des trucs sur des coups de tête, je sais pas pourquoi. C'est pour ça que j'ai une pièce remplie de jantes en haut. C'est parce que je peux me le permettre aujourd'hui, parce que je travaille. Et il n'y a pas de secret. Alors, on s'écarte un peu du sujet de la question de base, mais au moins, voilà. Mais après, là où je te rejoins, c'est que tu parlais d'un cercle vicieux, mais moi, je trouve quand et puis je pense même Camille est un peu dans le même style, mais tu fournis plus, mais vu que tu es dans un cercle un peu plus passion et tu sais pourquoi tu as envie de le faire, en fait, tu le vois pas comme vraiment un travail. Ouais. Tu le vois vraiment plus comme un... En fait, c'est normal, genre tu as envie de le faire, donc tu le fais, tu comptes pas tes heures. Et en fait, à la fin, tu te dis, mais en fait, j'ai fait tout ça de temps. Ouais. Ça fait autant de temps que je suis là. Tu te dis, putain, mais en fait... Moi, c'est vraiment l'automobile qui me fait lever tous les matins. C'est au-delà de ma passion auto, c'est vraiment mes objectifs qui me font lever tous les matins. Il y a des matins, comme tout le monde, j'ai pas envie. En fait, j'ai des flemmes, j'ai envie de rester dans mon lit. Mais je me dis, j'ai ça à payer. Alors déjà, les charges à payer. Déjà, ça te sort du lit, ça direct. Et c'est ça. Et tu te dis, si je veux me faire plaisir, t'as pas le choix. C'est pas grave, tu te reposeras plus tard, tu te reposeras demain. Bon, ça fait un petit moment que je me dis ça, et il faut que je me repose dans mon demain plus tard. Mais c'est pas grave, mais quand t'as ton truc, t'es content. Tu te dis, vas-y, j'ai pas fait ça pour rien. Et puis celle-là, elle est pas sortie du lit toute seule. Tu vois. Ouais. Donc, celle-là, c'est beaucoup d'emmerde. Mais c'est ce que je dis souvent, c'est elle m'emmerde. C'est pour ça que je dis que c'est un tas de H24 ou un tas de merde. Elle m'emmerde tout le temps cette voiture, mais dès que je la sors et qu'elle veut fonctionner correctement, c'est un kiff pas possible. Et du coup, je me dis, bon, ça efface. C'est... la comparaison, elle va être folle. Désolé d'avance. C'est... ça fait misogyne de fou, mais bon, bref. C'est comme une femme. Quand elle rentre et elle te casse les couilles comme jamais, mais elle te fait un bon petit plat après. Tu dis, bon, allez, ça passe, tu vois. On cuttera ça au montage, si jamais. On mettra les plans où je le tape après, hors caméra. Non, mais c'est une comparaison drôle, mais ouais, c'est ça. Elle m'en a fait baver, encore récemment, mais c'est un plaisir. Ouais, mais tu vois, Alex, il disait la même chose avec sa RX-7. Il disait effectivement, il a eu sa vie, etc. Et effectivement, chaque fois qu'il descendait dans son garage, c'était ça son truc. Il disait ça, c'est ça. Tout ton garage, t'es heureux, quoi. Tu te dis, ouais, en fait, j'ai réussi ma vie. Alors, lui, il est un peu plus récent que moi. Moi, ça fait un peu plus longtemps que la mienne, elle est entre guillemets finie, même si elle va encore changer. Tu pourras demander à des gens autour de moi, je la remarque plus. Vraiment. Après, elle a pas roulé pendant presque 1 an et demi, la voiture. Et du coup, je la remarquais plus. Franchement, je savais qu'elle était là, mais elle était là. Et c'est vraiment ma communauté et les gens que je côtoie c'est grâce à eux que je me rends compte de la chance que j'ai et de la voiture que j'ai. Parce que moi, je me dis, ok, c'est cool, j'ai une RX-7. Parce que après, moi, j'ai des rêves beaucoup plus hauts dans le monde de l'automobile, qui fait qu'aujourd'hui, j'adore ma voiture, ma RX-7. Je sais pas si j'arriverai à m'en séparer un jour, vraiment. C'est vraiment une caisse qui... Aujourd'hui, pour moi, je considère que cette voiture, elle a une âme. Plus qu'un aspect physique qui fait du bruit et qui est cool à voir. Pour moi, elle a une âme et vraiment, quand tu passes du temps sur ta voiture, ça fait vraiment cliché de dire ça, mais tu crées plus ou moins un lien avec celle-là qui fait que... je pense que tu me comprends, vu que tu es en train de faire ta apprentissage actuellement. Et ce lien fait qu'aujourd'hui, tu te dis, putain, si je dois me séparer de cette voiture-là, tu vas te sentir vide.
c'est bête à dire, hein. C'est vraiment, ça fait peut-être très cliché, mais quand j'ai posé 3 semaines chez un gars, parce qu'il avait 2-3 trucs à ajuster, moi j'ai pas le temps et il fallait qu'il finisse de me préparer la carto pour pouvoir la finir, elle me manquait cet imbécile. Alors que pendant 1 an et demi, je la voyais tous les jours, je la calculais pas. Et pendant 3 semaines, j'étais... Il te manquait un petit bout de toi. C'est ça, je disais, mais elle est où ma bagnole? Bah, Qu'est-ce qu'il en fait? Tu déverses du temps dedans, donc tu déverses une partie de toi là-dedans. Et de l'argent. Puis c'est tu de l'argent, t'y attaches, hein, beaucoup. ça a beau être 4 roues et Ouais, du c'est ça. métal, mais Tu t'y attaches vraiment à une voiture. Alors, quand tu es vraiment passionné, je fais vraiment le point là-dessus, parce que malheureusement aujourd'hui, ça va être le point noir. C'est aujourd'hui, je trouve que la passion se perd, vraiment. La passion automobile aujourd'hui, je trouve qu'elle se perd un peu au profit des réseaux, c'est beau, et la course au like, et qui va sortir le premier à une chose. Alors, je compte pas les vrais photographes et les vrais vidéastes. Bisous à Julien, qui est derrière là-bas. Où eux, effectivement, quand ils font du contenu, il y a un peu une course contre la montre qui va sortir la vidéo en premier, parce que forcément, les gens, je vais parler par exemple de l'Ultrace, allez voir la vidéo de Julien. Quand vous allez voir, par exemple les Ultrace, les gens attendent, du coup, ceux qui n'ont pas pu venir voir, le contenu. C'est ça. Du coup, les gens vont se jeter sur les premières vidéos. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et aujourd'hui, le monde de l'automobile, que ce soit dans le monde de l'automobile ou dans la vie de tous les jours, les gens se jettent sur leur téléphone pour être le premier à montrer une chose et pas pour faire découvrir une chose. Ils veulent vraiment se dire, je veux des likes, je veux être reconnu parce que c'est le premier à avoir montré, et pas vraiment faire vivre une chose. Et je trouve que aujourd'hui, la passion auto, elle se perd vraiment. Les gens, ils cherchent pas à se cultiver vraiment sur le monde de l'automobile. Ils disent, c'est beau, ça a des LED, ça fait pop and bang. On est plus dans l'apparence aujourd'hui que c'est le paraître. ça. C'est bête. Parce que t'as le mec qui veut faire le beau gosse sur le raceau pour attirer la meuf du raceau. Moi, je dis les termes. Vraiment. Aujourd'hui, c'est ça. Le mec va acheter une voiture pour être beau sur un raceau, pour attirer, pour être beau gosse et avoir des followers. Quand je vois la taille des Insta sur certaines bagnoles, ça va mourir de rire. C'est une blague. Fais gaffe parce qu'il y a des meufs maintenant qui ont beaucoup, qui commencent de plus en plus à prendre des voitures. Je lui laisse la parole pour les car girls, tu vois. Comme ça, la vague de haine, elle ira sur elle, pas sur moi. Bon, on va me passer pour un putain de misogyne. Après, les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais quand tu leur poses des questions auto, ils sont perdus. T'en as plein qui sont perdus. Vraiment, même technique. Une fois, j'avais trollé un mec en lui faisant croire que son turbo, c'était l'alternateur. Je suis parti à ce moment-là. Après, moi, je suis le premier à répondre aux questions. Alors, on va pas parler des car girls. Je fais une parenthèse là-dessus. Je te laisserai cette patate chaude dans ces cas-là, parce que sinon, je vais me faire insulter par une vague de féministes sur Instagram et des flaques d'eau. Bref. C'est les genres, là. Les xénogenres, je crois. Ah oui, qui disent qui se considèrent comme des flaques d'eau, ou des renards, ou des elfes. Oui. Bref, on s'en fout. Donc il fera des car girls. Ça va être vidéo haters. Après, dans les car girls, c'est ça de fou. Après, dans les car girls, j'en connais quelques-unes qui sont vachement bien, dans le sens, elles se montrent pas plus que ça, elles ont une vraie culture. J'en connais même une qui est copilote avec son père en rallye, en course de côte. Excellent. Et pour moi, je trouve qu'elle dégage plus de choses. Il y a aussi Camille, hein, sinon on va me taper si je dis pas si. Promis, je l'ai pas payé. Et non, mais je fais une petite parenthèse sur Camille. Je dis pas ça parce qu'elle est là. C'est une des rares nanas où elle met plus en avant ce qu'elle fait que elle. Sinon, elle serait pas là. Hein. Sinon, clairement, si c'était juste une meuf putaclic, elle serait pas là du tout. Je te dis cash. Je me serais cambrée sur la RX-7 à la place. Je serais pris une patate gratuite. Du coup, on parlait de quoi? Des car girls. Non, j'ai fait porter sur les car girls. Avant ça, après, c'est vrai qu'on était beaucoup sur la perte, en fait. Sur les réseaux, tout ça. Ouais, par rapport au réseau, la passion qui se perd un peu, exactement. etc. Je trouve que ça se perd beaucoup trop. C'est triste. Il faudrait revenir aux bases, vraiment.
Parce que combien de fois je vois sur les réseaux les gens critiquer les caisses des années 80-90 en disant que c'est des vieilleries, genre de choses. Mais ta caisse là, désolé, mais tous les golfistes, c'est pas une balle perdue les gars, je suis désolé, mais c'est la première voiture qui m'est venue en tête. Mais si vos voitures en sont là aujourd'hui, c'est grâce à nos mamies. Hein. C'est grâce aux voitures qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans qui font que les caisses d'aujourd'hui sont comme ça. Et commencez à apprendre ce que c'était avant de vouloir comprendre votre bagnole. Parce que après les caisses d'aujourd'hui, malheureusement, tu peux plus rien faire. Il y a tellement d'électronique, il y a tellement de trucs. Et puis c'est beaucoup plus fragile malgré ce qu'on pense. Enfin, à De l'époque, fou. ils faisaient des vraies voitures, De ça fou. bougeait pas. C'est venu, les caisses récentes, c'est venu fragile parce que ils ont un taux de rendement qui est énorme. Parce que malheureusement, avec le downsizing, qui est en train de faire l'effet inverse aujourd'hui, ils se rendent compte que du coup, il faut faire l'effet inverse. Où tu as des 1.4 turbo, avec des turbos comme ça, qui sort 150 chevaux. C'est cool, le rendement il est cool, mais sur la longévité, ça tient pas. C'est comme si je te demande de courir plus vite de ce que tu sais faire pendant un certain temps. Au bout d'un moment, tu vas t'essouffler. Un moteur, c'est pareil. Si tu lui demandes d'aller au-delà de ses capacités, de tourner à 110, 120, 130% de tes capacités, au bout d'un moment, il va te dire stop. Et pourquoi on parlait de ça? Pour les réseaux. C'est vrai, on était parti des réseaux et passion. Oui, c'est vrai. Mais là où je rejoins ton idée, c'est que il y a une comment dire, je pense qu'il y a aujourd'hui une grosse hype aussi qui est quand même restée autour des anciennes caisses, notamment en tout cas chez la communauté Jap, parce que justement il n'y a pas tout ce côté électronique et c'est vraiment des caisses où tu as envie de jouer dedans. Vraiment, tu as envie d'y mettre les mains. Et Je rajouterais aussi les Allemands et les Américains. Il y a une vraie C'est communauté dans tout ce qui est vieille BM, vieille Golf, Exactement. les vieilles Audi. On n'en voit pas beaucoup, mais il y a une vraie communauté derrière tout ça. Dans les américaines, tout ce qui est les anciennes Corvettes, tout ce qui est toutes ces choses-là qui sont. Alors, pour moi, ces gens-là, c'est des gens qui ont minimum 28-30 ans, qui ont connu ces caisses-là. Oui. Je connais très peu de jeunes qui ont 18, 25 ans, je vais être large, qui disent... je vois le regard de Nathan, genre... moi, j'en ai... Il y a très peu de jeunes aujourd'hui qui kiffent les vieilles caisses, je trouve. Ouais, t'es plus dans le style, ouais, Hors caisse, genre les jeunes qui font Fast and Furious, du coup, qui sont Supra, Skyline, genre de choses, retire ces voitures-là, les caisses de légende, mais je trouve que alors, c'est en train de revenir, mais tu as eu une grosse vague ces dernières années de jeunes qui étaient plus caisses récentes que caisses anciennes. Ah oui, mais sur la nouvelle génération, Ouais, les ça, je te RS3, rejoins. tout ça, j'en Ah peux ouais, plus, moi. RS3, Golf 7R. Ouais. Attends, tu peux rajouter quoi d'autre? AK45, enfin toute cette gamme-là de petites sportives. Ouais. Bah, de l'allemande à gogo, hein, principalement. Je réfléchis à autre chose, mais non, il n'y a pas. Ça. Non, Il y parce avait que, les même si tu 135i. vas, parce que même si tu vas sur de la japonaise récente, c'est des caisses qui sont travaillées. Parce que toutes les japonaises récentes, il n'y en a pas une qui a pas été travaillée dans un usage vraiment sportif avec l'utilisation piste. Tu prends les Civic Type R, elles ont toutes fait un chrono sur le Lamborghini. Elles ont toutes gagné dans leur catégorie. Et puis pareil, les Type R, les Type R quand même, c'est pas hyper récent. Les Type R récentes, c'est pas un jeune qui est entre 20 et 25, à part certains effectivement qui bossent comme des tarés ou qui peuvent se le permettre. Voilà, qui peuvent se effectivement. le permettre. Mais des caisses comme effectivement des FK8, des choses comme ça, il y a personne qui va dans les nouvelles Type R, personne qui va aller chercher ça, tu vois. Alors que effectivement des Golf, des RS3, des Allemandes qui sont déjà un peu plus access peut-être. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas joli comme une allemande. Quand tu montes dans l'intérieur d'une FK8, d'une FK2, il faut aimer l'esprit japonais. Mais, sauf que quand tu montes dans un RS3, alors c'est tout à leur honneur, hein, tu montes dans un RS3, dans un Golf 7R ou Golf 8R, bel écran, beau volant, beau siège, baquet, ceci, cela. Même tu prends les Astra au PC, on n'en voit pas beaucoup. Ça fait 280 chevaux, ça marche plutôt bien, ça a des très beaux baquets et tout, mais les gens vont se tourner vers ça, plutôt qu'une Civic Type R. Parce que ça dégage une meilleure image. L'apparence, comme on disait, on en revient là-dessus. Mais Aujourd'hui, l'apparence prime plus que la technique du véhicule.
Il y en a beaucoup d'ailleurs qui l'assument ça, qui disent moi j'ai acheté une voiture parce qu'elle est belle et je m'en fiche des performances, quoi. Ils veulent juste que ce soit joli sur un parking, coller leur. Alors leur dans ces Insta, cas-là, comme tu l'as et le dit. comportement qui va avec. Ah ouais, Ne je fais suis pas en d'accord, sorte hein. de faire genre que tu as une caisse performante qui pulvérise tout le monde sur les réseaux sociaux, alors que tu sais qu'au premier virage, tu es Ouais, dans on le est bien talus. d'accord. Ça, désolé à ceux qui vont se reconnaître, mais c'est vrai. Il tire à c'est- balles réelles là, il en- Non, mais c'est vrai. En fait, au bout d'un moment, il faut savoir rester à sa place. Je suis le premier à le dire. C'est pas parce que j'ai une RX-7 Rocket Bunny, que j'ai une R32, que j'ai la Corvette au fond et que j'ai d'autres caisses que je me dis je suis le meilleur du monde. Hein. Ah, loin de là. Il y a toujours mieux que toi, il y a toujours moins bien que toi. Il faut savoir faire ta passion en fonction de ton budget, de tes compétences et de tes capacités. Une fois que tu restes dans tes cases, tu peux évoluer. C'est ce que je souhaite à tout le monde d'évoluer. Mais reste dans ta case. Dis pas que tu es le king du parking alors que t'as mis une paire de jantes, t'as rabaissé -3 et t'as fait des katas. Désolé pour ceux qui ont fait ça. Et j'avoue, je suis en train de mettre des balles à tout le monde gratuites. Non, c'est pas méchant, mais il faut prendre mes phrases avec un bon œil. C'est pas malveillant ce que je dis, vraiment. C'est vraiment pour. Je pointe du doigt certaines choses que je trouve dommages. Tu vois, moi, j'essaie d'être un mec très proche de ma communauté. J'essaie de répondre à tout le monde, sauf les questions déplacées ou trop personnelles, parce que je garde ma vie privée. Ce que je mets sur les réseaux sociaux, c'est ce que je veux bien montrer aux gens. Les gens, ils sont là par rapport à mon véhicule et un peu par rapport à moi, mais faut pas être trop intrusif. Parce que du coup, je trouve qu'il y a trop cet effet télé-réalité qui fait que les gens, ils sont... Vu dans les télé-réalités, ils savent tout de tout le monde, ce qu'ils font à chaque seconde. Et du coup, ils répercutent cette chose-là dans les gens qui suivent. Et ça, je veux pas. Ce que je fais, ce que je mange, ce que je chie, c'est ce qui me concerne. Tu vois. Ce que je fais les soirs, où est-ce que j'habite, qui je fréquente, c'est mon cercle privé. Et je trouve ça très important d'avoir un cercle privé quand tu es un petit peu suivi, parce que ça te permet de te recentrer et pas prendre la grosse tête. Vraiment, ça, je trouve ça ultra important, parce que si tu... Il y a des gens qui adorent tout partager avec leur communauté. Et franchement, c'est leur façon d'être et ça se passe super bien. Il y a des noms où j'ai des noms en tête où ils partagent tous leurs faits et gestes, tu vois. Mais non, moi, j'ai besoin de garder mon petit cocon à moi et pour rester humain. Et c'est vraiment ce qu'il faut, il faut rester humain dans le monde de l'automobile. Peu importe dans quel domaine tu es, il faut rester humain, c'est important. Pas prendre la grosse tête, les gens ils viennent te parler. C'est un échange entre humains. C'est pas parce que tu as une bagnole, que tu as autant d'argent ou quoi que ce soit, que tu dois te sentir supérieur à quelqu'un. Parce que, je te dis, demain tu me retires mes voitures, je suis monsieur tout le monde. Hein. Et ce que vont retenir les gens, c'est comment j'étais avec eux quand j'avais ça. Et ça, c'est important. Demain, je décide de tout vendre. Je vends tout, ça me saoule. Je prends mon oseille, je mets dans ma poche, je vends tout. Les gens, si j'étais un connard, ils diront ah mais lui c'était un connard quand il avait ses bagnoles. Mais si je suis quelqu'un de cool, qui répond à tout le monde, qui essaye d'aider les gens se diront malgré tout, ils vont retenir qui tu étais. Pour moi, c'est le plus important dans n'importe quelle passion, c'est d'être quelqu'un de bien. Alors, on n'est pas parfait. On a tous nos tuiles, on a tous nos petites histoires à gauche, etc. Mais il faut faire en sorte d'avoir les mains propres quoi qu'il arrive. Voilà. Je suis le premier concerné. Hein. Et il y a encore pas si longtemps que ça, j'ai eu des galères avec des gens que je pensais proches, qui fait qu'aujourd'hui, ils ne sont plus du tout dans ma vie. Je leur ai tendu la main, j'ai essayé de trouver des solutions. Ça n'a pas fonctionné, tant pis. Tant que toi, tu as la conscience tranquille, tu dors sur tes deux oreilles, c'est le plus important. Voilà. Maintenant, chacun fait sa vie. Hein. De toute façon, les gens, ça vient, ça part. Mais voilà, le plus important, il faut rester humble et humain. C'est vraiment le plus important. Et je pense qu'elle partage mon avis parce qu'elle est très proche de sa communauté et elle n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis, elle n'a pas peur de se faire mal, elle n'a pas peur de se blesser. J'ai dit 2 fois la même chose. Et qui fait que c'est une personne qui est appréciée. Malgré que ce soit juste une meuf dans le monde de l'automobile, parce que ça c'est un petit code de malade. Faut le dire. Hein. Il a trop la rage. Non mais attends. On va revenir sur ce sujet si tu veux 2 minutes.
Comment tu peux prendre 2000 followers sur un réel en 48 heures? Parce que tu démontes. C'est une 309 GTI, ça pète les 309 GTI. Elle est rouillée. Et alors, elle pète, elle aussi, elle est rouillée. Hein. Non, cherche de la rouille là-dessus. Cherche de la rouille là-dessus. Il n'y en a Je pas. montrerai. Si, il y a peut-être une vis de 10 là-bas Voilà. rouillée. Mais voilà. Donc, je crois que j'ai fini mon monologue. Donc, on peut parler de quoi maintenant? Moi, je voulais revenir sur un truc. Du coup, tu nous as parlé un peu de ton évolution automobile, mais je voulais savoir pourquoi la RX-7. Genre, qu'est-ce qui t'a conduit à elle? Pourquoi la japonaise? Pourquoi celle-ci? Alors, la japonaise en général, parce que j'avais commencé avec une Civic. Du coup, j'ai commencé à traîner avec des gens roulant en japonaise. Du coup, au fur et à mesure, forcément, tu kiffes le milieu, le domaine et la culture japonaise en général, parce que je regarde beaucoup de mangas, je kifferais aller au Japon prochainement. Et la culture japonaise en général a fait que je suis resté dans la japonaise. Et la RX-7, ça a été une caisse qui m'a toujours attiré parce que ça a été un peu la mal-aimée des japonaises. Ok. À cause de son moteur. Tout le monde fuyait son moteur. Et du coup, je suis quelqu'un qui aime pas avoir les mêmes choses que les autres. Et accessoirement, j'avais pas le budget d'acheter une Supra ou une R34 GTR à cette époque. Et du coup, la RX-7, pour sa petite histoire, j'ai acheté 2 châssis en 2017. En mars 2010. Alors, j'ai acheté un premier châssis en mars 2017. Une rouge du côté de Gap. Un mec qui s'appelle David, qui avait en fait stocké cette RX-7. Alors, elle était exposée dans un hangar, il y avait un échafaudage posé dessus en biais, et il y avait un jet ski dessus, Ok. sur la RX-7, Ah, je te jure. Tranquille. Et je l'ai acheté une pas grand, j'ai acheté combien? Je vais te dire les prix, je m'en fiche. Je saurais pas te le dire. Parce que... Oui, Regarde. j'ai acheté Clairement. la caisse 3200 €, le premier châssis, et il y avait un lot de pièces, un moteur complètement désossé qui était à refaire et tout. Il n'y avait plus d'intérieur, les trains roulants tenaient avec des triangles, donc j'ai sanglé ça sur le plateau, je dis ça va être safe. J'ai 800 bandes pour rentrer, ça va être safe. Au calme. En plus, j'avais tracté avec un Scénic deuxième génération en 1,9 litre DCI 120 avec tous les voyants possibles. Genre, tu pouvais rouler, retirer la carte. Pas de problème. Voyant moteur, voyant de chauffe, voyant de problème de boîte, voyant Tout. dedans. Il y avait tout qui était affiché. Safe. Le seul truc qui m'affichait, c'était la vitesse. Et ouais, c'était une mission. Après, je me suis rendu compte que cette caisse, elle était un peu tordue de l'avant. Quand on a voulu piger Ok. la face avant, elle était un peu tordue, la voiture. Du coup, j'ai acheté un deuxième châssis noir. J'ai acheté une misère en Angleterre. Et du coup, ce qui est la base de celle-ci, c'est un châssis noir. La rouge, je l'ai revendue en tant que donneuse pour quelqu'un qui avait besoin de pièces châssis Ok. sur la partie coque pour traiter la roue justement du plancher. Et en fait, du coup, je suis parti d'un châssis nu. J'ai acheté pas mal de lots de pièces. Donc, il y a des pièces qui viennent d'Angleterre, de Malte, du Japon, d'Australie, du Mexique, des US, du Canada. Ça vient de partout. C'est une voiture, c'est Cosmopolitain. de fou. Elle vient de partout, cette voiture. Et du coup, j'ai commencé la restauration de cette voiture petit à petit. Des potes venaient m'aider, comme sur tous mes projets. Quand ils avaient un peu de temps, ils venaient m'aider. Et je l'ai présenté officiellement le 31 mars 2019 au BDG. Bisous Nico. Je sais même pas si tu regarderas la vidéo. Je lui enverrai. On lui enverra. Il n'aura pas le choix. Et je l'ai présenté la première fois au BDG. Je me rappelle très bien. Et pourquoi la RX-7 avant de raconter le BDG? Parce que du coup, c'était une opportunité que j'avais. Et je me suis dit à ce moment-là que c'était maintenant ou jamais si je voulais une vraie grosse caisse. Ouais. Et c'était aussi un gros défi personnel. Ok. Vraiment un gros défi parce que acheter des caisses, parce que c'était encore dans ma période où je faisais beaucoup d'achats-ventes de voitures. Mais bon, quand tu changes des trains roulants, ce genre de choses, à la limite tu fais un joint de queue, ce genre de choses, c'est bien, mais restaurer une voiture complète, c'est vraiment un autre gap. Vraiment, t'es en plein dedans, Oui. avec ta 328 et Avec toutes tes plusieurs, caisses. Il y a toutes tes caisses d'ailleurs. Vraiment, vous inspirez pas de moi parce que je fais des choix. Entre pas du tout du coup la responsable. 328, la E9, la 309 et la R19. Oui. Mais la R19, on va pas Ouais, la la compter, R19, voilà. La restauration, c'est vraiment un autre gap dans l'automobile. C'est Et on a beau planifier, que ce soit le budget ou le temps, enfin,
au final, ça déborde toujours. Il y a toujours des frais annexes qui se rajoutent. Ça prend Ouais, c'est plus de interminable, temps. Quand tu déshabilles la voiture, tu te rends compte qu'il y a un trou dans le plancher. Tu fais ah ok, donc ça prend encore plus de temps. Enfin, c'est toujours plus. Une restauration, faut partir du principe, c'est que des imprévus. C'est ça. C'est que des imprévus. Et même si tu penses avoir les compétences de faire une restauration, tu te dis, en fait, je suis très loin du compte. Je suis très très loin du compte. Et c'est pour ça qu'il y a des professionnels qui font ça, parce que c'est un vrai métier de faire de restauration. Tu dis, c'est de la tôle, tu fais ça, tu remontes des pièces. Oh, non. Il y a énormément de choses qui, tu te dis, en fait, ça me dépasse, vraiment. Et du coup, je l'ai présenté au BDG. C'était une surprise totale parce que pendant 2 ans, c'était silence radio sur cette voiture. Je teasais une photo par-ci, par-là, un volant, un turbo, plein de choses. Et je faisais en sorte que c'était loin d'être fini. Parce que c'est triste à dire, mais il y a beaucoup de jalousie dans le monde de l'automobile. Et j'entendais beaucoup d'échos de gens qui disaient c'est une caisse, une petite bestiole qui se balade. Elle est pas petite. C'est un bourdon? Je sais pas. Salut. Il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, il la finira jamais. C'est vraiment à cœur ouvert que ce podcast. Il la finira jamais, elle va finir pourrie au fond d'un local où il va la revendre. Et du coup, j'ai très bien. Et parfois de gens très proches. Vraiment de gens très 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 proches. Et je dis ok, très bien, pas de galère. Il y avait vraiment 4-5 potes max qui venaient m'aider. Et j'ai bossé sur cette voiture jusqu'au BDG. Personne ne savait que j'allais au BDG. Personne, vraiment personne. Il y avait 2-3 potes et mon carrossier, forcément, parce qu'on est parti en convoi avec eux. J'étais parti avec Anthony Pereira, la carrosserie des petits carreaux qui roule au CFD aujourd'hui, avec une 30 noire et violette, ouais. Malheureusement qui a cartonné à Croix-en-Tarnois, malheureusement. Et on avait fait toute une team avec aussi PSR. Jordan, Paris Street Racing, on était partis en convoi et il y avait que eux qui étaient au courant de la RX-7. Et quand je l'ai présenté au BDG, ça a fermé des bouches. Et dans ces moments-là, je me suis tu et j'ai juste regardé. Mais quand tu l'as sortie, elle était déjà, avec un kit où il n'y avait pas encore l'idée. Elle était en Rocket Bunny. Okay. J'étais pas sur R, j'étais en statique. J'avais pas serré Carola, j'avais pas l'arceau. Le moteur il démarrait, c'était déjà bien. Parce qu'il n'y avait pas de carton ni rien, c'était vraiment. On l'avait fini de dernière minute. On m'avait même prêté des jantes pour qu'elle soit. Elle était du coup violette avec les jantes or. Ah, mais oui, j'avais vu des photos et elle était haute comme un 4x4 par contre, même si elle était en statique. J'étais en statique. Oui, mais elle était quand même. Faut la monter sur un plateau. Et à ce moment-là, je me suis dit, je voulais pas faire la moindre rayure. Maintenant, je m'en fous, je la fais poncer le sol, mais au début, non. Mais si, je me rappelle, j'ai vu des photos avec les jantes or et tout. Pas sûr que ça. On vous mettra une photo dans la vidéo. Je pense que on calera une photo quelque part sur la vidéo. Ouais. Et On la remettra. 4x4 ou pas. Non, j'allais lancer une balle perdue gratuite. Les gens ils auraient fait fermer YouTube direct. Non. Et du coup, ça a fermé beaucoup de bouches. Et dans ces moments-là, moi, ce que je fais, c'est que juste, je me nourris de leur seum. Je dis rien. Vraiment, je dis rien. Je les laisse. J'entendais même des échos de gens qui disaient non, c'est pas la sienne. Ouais. Et du coup, depuis, j'essaie de la faire évoluer petit à petit. Par des petits détails, genre de choses. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mes voitures. Sinon, elles seraient toutes finies, elles rouleraient tous les week-ends, mais j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, à leur consacrer. Après, j'ai eu une première casse moteur sur banc en 2019, du coup 2020, sur banc. Première casse moteur à cause du capteur map qui se débranche à 6000 tours. Du coup, capteur map, c'est le capteur qui gère à réguler la pression dans ton admission et qui vient ajuster la cartographie en fonction de ça. Par exemple, pour faire du coup, je fais une petite parenthèse technique. Un capteur map ou un débitmètre a à peu près la même fonction, calcule le débit d'air passant dans ton admission, qui envoie l'information du coup à ton calculateur et qui vient ajuster ton ratio air essence en permanence. Du coup, parce qu'il y a le ratio stoichiométrique. Bon bref, on va aller trop loin. Après, tu vas rentrer dans trop de détails. Et du coup, ça permet de régler en fait le ratio air essence dans ton moteur. Et c'est débranché à 6000 tours. Sur un banc, j'étais à un bar 2, un bar 3.
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, elle s'est crue à la pression atmosphérique. Du coup, elle a tourné très pauvre, sec, à 6000 tours, et j'ai fondu un segment. Du coup, premier rebuild en 2020. Je rebuild. Alors, mes rebuilds, je les fais moi-même. Il faut savoir que je fais la prépa, le moteur, tout. J'y connaissais rien au moteur rotatif. Juste à part le fonctionnement de base. Et j'ai bûché des heures et des heures à comprendre le fonctionnement. Pourquoi, du comment. C'est pas compliqué, il faut être juste très minutieux. C'est vraiment pas du tout un moteur compliqué. D'ailleurs, c'est un des moteurs qui développe le plus de rendement possible. C'est considéré comme un 1,3 litre. Enfin, c'est un 2 x 653 cm3 si je dis pas de bêtises. Mais je pense qu'effectivement, c'est. Enfin, effectivement, comme tu dis, c'est minutieux dans le sens où, une fois que tu te plonges dedans et que vraiment tu l'étudies, il est peut-être aussi simple que d'autres moteurs qui. Il est beaucoup plus simple. Il y a que 3 pièces qui tournent. Deux rotors et un excentrique. Il n'y a pas de culasse, il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de distrib. J'ai pas de vilebrequin pour parler, c'est un excentrique. J'ai pas de joint de culasse à proprement parler, j'ai des joints d'eau. Mais c'est minutieux dans le sens où c'est bourré de petits ressorts. Et tout est. Alors, pour ceux qui voient comment fonctionne un moteur rotatif, je sais pas si on intégrera un Wankel quelque part dans l'image, mais c'est un rotor sur lequel il y a des segments. Et du coup, sur chacun des segments, il y a des ressorts. Et chacun des segments et des ressorts peuvent être ajustés en fonction de la cote du moteur. Parce qu'il faut savoir, sur la rotative, il y a différentes cotes. Okay. Et en fait, c'est juste du temps et de la minutie. Et ça se monte comme un Lego. Et ça se fait plutôt bien. Du coup, j'ai fait un premier rebuild. Gestion nickel. Je l'ai poncé. La voiture. Alors, je pars du principe que quand tu fais un projet, soit esthétique ou moteur, alors moi je suis partisan, alors il y a plusieurs familles, hein. Moi je suis partisan de moto. Ils sont plusieurs. Ouais, je suis partisan de si tu fais un gros il faut que l'extérieur et le moteur aillent ensemble. Ok. Après, c'est en fonction des budgets, forcément. Mais que ça soit homogène. Avoir une grosse caisse bien bodybuildée, mais avoir un moteur stock, je trouve ça triste. Après, c'est les goûts et couleurs de chacun. Mais moi, si j'ai mis autant de chevaux dans cette voiture, autant de pièces et j'ai passé autant de temps, c'est pour l'exploiter. Parce que sinon, ça peut être une chocard. Hein. Plateau, événement mon garage, etc. Mais pour moi, c'est pas profiter de sa voiture, tu vois. Moi, je la sors, je la fais scraper le sol. Je casse un bas de caisse, une aile, un pare-choc. Ça me fait chier 5 minutes. Je me dis, parce que je vais encore claquer de l'oseille. Mais je vais être content parce que j'ai kiffé mon moment. Pour moi, un projet, c'est ça. Vraiment, une caisse, faut qu'elle soit utilisée. Après, c'est les aléas. Hein. Tu fais une caisse comme ça, t'attends pas à ne pas avoir de problème. Petite phrase, plus tu prépares ta voiture, plus tu es susceptible aux problèmes. Voilà. Si les mecs ils l'ont conçu comme ça d'origine, c'est pour que ça soit fiable. Dès que tu modifies, tu rajoutes des problèmes. Voilà. Sauf si tu forges tout et que tu mets 50 000 € dans ton moteur. Et bon. Tu le fais en fonte, c'est fini. C'est déjà de la fonte. Les plates sont en fonte et les. Tu parles de la Corvette ? Ah oui, qui est passé en bloc fonte et qui est plus en bloc alu. Du coup, après mon rebuild sur cette RX-7 en 2020, je l'ai poncé pendant 1 an et demi, puis j'ai eu un autre pépin électrique sur la voiture. Et c'est pour ça qu'on la voit plus sur les événements depuis novembre 2020, je crois, depuis. Et là, cette année, j'ai vraiment mis le cap sur faire un tour de France avec la voiture. C'est pour ça qu'on m'a vu sur pas mal d'événements cette année. J'ai essayé de faire le maximum d'événements pour voir déjà beaucoup de gens par rapport à ma communauté et me faire plaisir moi. Parce que 1 an et demi sans rouler sans ta caisse, quand tu sais qu'elle peut rouler, t'es content, tu vois. Donc j'ai fait plein d'événements. J'ai commencé par... je sais plus. BDG. BDG ou... BDG, parce qu'on s'est vu au BDG. Je sais pas si j'avais fait un événement avant le BDG. Non, parce que t'es pas allé au Hall of Fame, t'es pas allé. Non, Hall of Fame, oui, je vais faire Hall of Fame, j'ai pas pu. Du coup, j'ai commencé BDG, après j'ai enchaîné avec le Japan Day. T'as pas fait un autre avant le Japan ? Ah non, parce que c'était le même mois. J'ai fait... Non, t'as fait Japan Days après. C'est ça, j'ai fait BDG, Japan Day. Après, il y a eu une petite pause. J'ai enchaîné ensuite après avec Japan Car Festival, Merguez Tuning Show, où j'ai eu
une foule autour de moi. J'ai trouvé ça incroyable. Et c'est là que tu te rends compte que t'es pas prêt à voir du monde. Franchement, je salue les youtubeurs qui ont 20, 30, 40, 50 000 personnes devant eux. Moi, ils étaient des centaines devant moi, autour de ma caisse. Il y avait peut-être 200, 300 personnes autour de ma caisse. Je savais pas où regarder. Je savais pas où aller, j'étais perdu. Et maman, t'es où? Et j'ai trouvé ça ultra chaleureux et j'en ai fait que de parler sur la route, sur le retour avec mes amis dans ma voiture. J'ai dit mais c'est incroyable les gens, l'amour qu'ils peuvent t'apporter, qui te connaissent ou qui ne te connaissent pas. Parce qu'au Merguez Tuning Show, il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient pas. Et après le Merguez Tuning Show, je suis parti où? Je sais plus du tout ce que j'ai fait comme événement. Bah l'Ultrace. Oui. J'ai enchaîné avec l'Ultrace. Et c'était le dernier. Et c'est le dernier. C'est le dernier en tout cas. C'est le en dernier. actif. Là, il y a une petite pause pour lui refaire une petite beauté, une petite santé par l'occasion. Pas mécanique, mais esthétique principalement. J'ai 2-3 finitions à terminer. Et sur les événements à venir, je vais aller à The Big Car Show en août. Mi-août, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est fin août. Fin août, non? Ou mi-août? Mi-août peut-être, non? 19, 20 et 21, quelque chose comme ça peut-être? Ouais. J'ai plus les dates exactes en tête. Et oui, je suis allé aussi au CFD. J'ai été invité par le CFD. Oui. Je fais un petit point là-dessus. J'ai été invité par le CFD, très gentil, et la société EVO. Et du coup, il m'avait offert, je fais une parenthèse, hein, et il m'avait offert des passes pour faire des baptêmes de drift, espace GP et tout. Et vu que je suis allé que avec un pote qui s'appelle Nathan, j'ai décidé Qui se cache là-bas. Hein? Qui se cache là-bas d'ailleurs. Qui se cache là-bas derrière la caméra, effectivement. Et du coup, on s'est retrouvé avec 8 passes pour 2. Ah oui, et au d'accord. final, on les a offerts aux gens. On les a fait gagner. Sur Excellent. place, on avait fait un jeu concours débile. Il fallait prendre une photo de la RX-7. Et avec oui, je l'avais EVO. vu passer ça. Et on j'arrive plus à parler. On a offert des baptêmes de drift à 6 personnes au total. Et ils ont adoré. Ah. Vraiment, tu viens au CFD, tu repars avec un baptême, t'es content, tu vois. Ah bah. Et du coup, c'était un bel Surtout événement. un truc pas prévu, tu vois. Tu te dis, Bah, bon, c'est ça. T'es venu juste pour le voir et au final, Surtout tu te fais un petit que baptême. je mettais un accent sur le fait que ce soit pas payant. Et il fallait que ça marque le coup, forcément, et que ça fasse un peu de la promotion, parce qu'il fallait que sûr. ça arrange tout le monde. C'est bête, mais quand t'as des trucs comme ça, et, les gens ne le savent pas spécialement, mais il faut que derrière eux, ils ont un intérêt. Donc forcément, c'était un truc bête, il fallait me mentionner moi, EVO et le CFD. Ça faisait un peu de com pour tout le monde. Tout le monde s'est mentionné sur Instagram, ça prend 30 secondes, et si tu pouvais repartir avec un baptême, voilà, tout le monde était gagnant au final, tu vois. Surtout quand tu vois les prix des baptêmes aujourd'hui, que ce soit en C'était événement. 75 € le baptême. Ce qui est pas encore trop excessif, je trouve. Ouais, mais pour une communauté assez jeune. Oui. Pour une communauté jeune, Pas ça reste un évident. budget, oui. Bah, Ouais. Pour n'importe qui, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit, les gens, 75 €, ils réfléchissent. Hein. De plus en plus, mais même moi, ça me choque pas dans le sens où il y a déjà eu des événements où tu voyais les baptêmes beaucoup plus chers que Oui, ça. après là, on parle du CFD. On parle pas des baptêmes en 488 GT3 ou en Porsche Cup comme au BDG. Ouais, mais ça reste c'est quand pas du tout le même, même budget parce que c'est pas du tout la même équipe qui est derrière. Bien sûr, mais ça reste quand même des baptêmes de drift, CFD, etc. C'est ça. Championnat de France. Mais du coup, voilà, on a offert ça. Du coup, après, c'était Ultrace, un événement incroyable. Incroyable. Et du Mais coup, non, l'Ultra c'était avant. Et après, il y avait le CFD, parce que c'était en même temps que le Vol Race. Exactement, c'est ça. Donc c'était Ultrace, CFD, et tu vois, je me fais vieux, je commence à perdre la mémoire. Heureusement qu'on est là, t'as vu ça un peu. C'est ça. Et du coup, prochain événement, The Big Car Show au Mans, qui est mis vers la 20aine d'août, je crois. Oui, mais je crois que c'est ça. Hein. Je ferai peut-être un saut au HEM. Oh, Je ferai peut-être un saut en HEM, histoire d'aller troll avec ça. Et parce que apparemment, ils font maintenant un coin non Honda apparemment. ah, avec un petit pôle un peu plus. C'est ça apparemment. Donc j'irai peut-être au HM. Ça fait longtemps que je suis pas allé au HM. Moi j'allais aux anciens HM où c'était Avec le G5. avec le G5 effectivement. Après j'allais même en touriste. J'ai roulé sur la piste avec ma Mondeo, je me rappelle. J'ai fait une baptême, tu sais, les sessions découvertes. Ouais. Et après j'enchaîne Race Nation.
Début septembre. début septembre. J'enchaîne GP Explorer. Alors j'irai avec la RX7 en touriste, mais je serai présent au GP Explorer. J'ai eu la chance d'avoir des billets. Compliqué. C'était une galère pour avoir les billets. Parce que Nathan était là ce soir-là. On détruisait des cloisons ici. Et je me suis connecté. Il ouvrait la billetterie pendant le live. Ouais. C'était sur les coups de 21h, l'ouverture de la billetterie. Je me suis connecté à 19h55. J'étais déjà en file d'attente. Mais du coup, j'étais dans les 6 millièmes. Je dis, oh, le truc de fou, 6 millièmes. Mais j'ai dit, je reste. À la Julien Lepers. Et je suis resté. Et quand il a ouvert la billetterie, Nathan s'est connecté aussi. Oh, il est passé 155 millièmes. Un truc dans ce style-là. Et on m'a dit, c'est incroyable. Nathan, il descend. Et moi, je réactualise son téléphone. Parce que moi, du coup, j'ai pu avoir les billets. Ouais. J'ai acheté 4 billets d'un coup. Parce que du coup, on y va à 4. Je ferais peut-être gagner les billets. S'il me saoule pas trop, je ferais gagner les billets pour GP Explorer. Tu vois, il me faut des yeux là-bas au loin. Genre, Et après, il avait réactualisé. Il était passé 287 millième et tout. Enfin, c'était incroyable. Pour avoir des billets pour le GP Explorer, c'était incroyable cette année. Du coup, bref. Donc, Race Nation, GP Explorer, je parle trop. Race Nation, GP Explorer. Et fin septembre, peut-être, j'irai à un événement qui s'appelle Wonderland à Bourg-en-Bresse. C'est ça, c'est Bourg ? Ouais. Bourg-en-Bresse. Et du coup, qui est le 23-24, quelque chose comme ça ? Yes. C'est ça ? Et pas 24-25 comme sur ma story. Ça fait 2 jours qu'ils sortent les mauvaises dates. Et c'est quoi ? C'est Eleven Event, c'est ça ? Non, je serai à Wonderland le 23-24 septembre. Et je pense que c'est ça qui clôturera mon année du tuning. Peut-être un événement en octobre, mais rien de sûr. Et après, ça sera de l'hivernage, je pense. Bah, comme beaucoup, hein, nous on le voit, comme beaucoup, on est vraiment sur la fin de saison, nous avec Wonderland. Et après, les gens, il y a 2-3 événements qui se suivent en octobre. Il y a la finale déjà du CFD, si je dis pas de bêtises. Oui. Enfin voilà, il y a 2-3 choses qui suivent. Mais après, ça commence à hiberner et les gens. Ouais, c'est vrai que passé vraiment mi-octobre, début novembre, Ouais. il n'y a plus personne bien qui sort les grosses compliqué, caisses. Parce que c'est les périodes où justement, avant la réouverture des gros événements, on a 3-4 mois. S'il faut démonter, commander des pièces, parce que parfois tu dois attendre 1 mois pour une pièce, le temps de démonter, de trouver du temps, etc. Vraiment, moi, passé mi-octobre, au plus tard début novembre, s'il y a un gros événement pendant les vacances, je bouge plus. La caisse, elle bouge plus du tout. Ouais, ça va vraiment être. Bah après, il y en a beaucoup maintenant qui sont, en tout cas sur des vraiment grosses caisses, qui en fait, au bout d'un moment, ils la préparent pour la saison d'après. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des modifs. Moi, je connais 2-3 caisses qui, en fait, ils ont la caisse en elle-même, elle dure que 1 an. L'année d'après, du coup, elle est bulle d'une autre manière. Et puis, elle est recustom d'une autre manière. Bah c'est ça, c'est le cas actuellement de ma voiture qui va changer actuellement. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est sur des modifs de l'esthétique de la voiture. Alors, elle restera en Rocket Bunny, micro teaser de ce qui va se passer, mais il va y avoir des modifications de mon kit qui prend du temps parce que c'est des pièces qui n'ont jamais été faites sur une RX-7 Rocket Bunny. Donc c'est du one of one et c'est beaucoup de temps. J'ai Nathan, donc il y a Nathan, Morgane et Charlie qui m'ont vachement aidé sur ces idées-là. En plus, je suis un mec chiant. Il faut que ça soit comme moi je l'imagine et tout. Même si c'est pas réalisable, débrouillez-vous. Et du coup, qui ont vachement bossé sur des 3D, sur des simulations et sur de l'impression 3D des pièces. Ouais, pour avoir le rendu. C'est ça. Et du coup, elle va changer. Donc logiquement, on va faire en sorte qu'elle soit prête pour septembre. C'est pour ça que mois de juillet, je ne fais rien entre guillemets parce que je vais me concentrer sur elle pour essayer de l'avancer. Pour qu'elle soit prête, pour Race Nation et Wonderland. Et surtout pour pas que ça s'envole. Parce qu'on a encore des petits dilemmes de fixation à faire. D'aérodynamisme. Ouais, et du coup, elle va encore un peu changer. Mais c'est vrai que je reviens, il y a beaucoup de gens qui aiment bien changer leur setup tous les ans. Alors, je sais pas comment ils font. Parce que c'est un coût, hein, malgré tout. Ouais, ça reste un coût. Hein. Je fais vraiment une petite parenthèse sur ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on roule en grosse caisse
qu'on a les fonds, forcément. Ouais, grave. Ah, T'as des totalement gars faux. qui ont les fonds, c'est sûr. T'as des gars, effectivement, ils ont les fonds, ils achètent des caisses, ils se font un kiff, etc. Derrière, s'il faut remettre 50 000, ils remettent 50 000. Mais nous, à notre échelle, moi, demain, faut reposer 10 000 euros dans la bagnole. Tu vois, je tire un peu la gueule, tu vois. Donc, parce que du coup, moi, l'automobile reste vraiment secondaire. J'ai ma vie qui est vraiment prioritaire, surtout qu'aujourd'hui, je suis en pleine construction de maison. Donc, tout mon pognon est parti là-dedans. Et ça, c'est vraiment secondaire. L'automobile, il faut vraiment que ça reste secondaire. Sauf si c'est ton gagne-pain. Là, c'est sûr que voilà. Mais l'automobile, il faut que ça reste un plaisir secondaire. Et faut mettre de l'argent dedans seulement si tu peux te le permettre. Si je peux donner un conseil de vieux, hein, c'est vraiment tu mets de l'argent dans ta voiture si tu peux te le permettre et pas pour t'empêcher de vivre. Après, c'est sûr qu'il y a eu des périodes où je mangeais des patates ou que des pâtes parce que je lâchais 7 ou 8 000 euros de pièces dans ma voiture, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont connu, ça, de justement. C'est du sacrifice. Voilà. T'es en plein dedans. Elle est en plein dedans. Elle est en train de se saigner pour sa voiture. Et je pense littéralement. que tous, du moment que tu pars dans un projet comme ça, tu sacrifies ton temps, ton argent, tout. Tu sors moins, tu fais attention à ce que tu fais. Après, c'est des choix personnels. Oui, totalement. Ça, c'est des choix personnels ça reste qu'on personnel, assume hein, totalement. bien sûr. Mais il faut pas que ça vienne au détriment de ta santé, par contre. Ouais. Moi, j'avais encore une dernière question, parce qu'on mine de rien, là, ça va déjà faire à peu près 1 heure, je pense qu'on discute facile. Ouais. Mais pour pas non plus tout teaser et que les gens aient encore des questions à te poser. Moi, la seule question, du coup, pour clôturer un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que déjà, il y a vraiment plus que de la passion derrière ça. C'est vraiment une partie de toi. Et la question, c'est aujourd'hui, tout le monde te connaît vraiment et commence à te connaître vraiment autour de cette RX-7. Mais est-ce que ça va être... Alors, tu t'en sépareras peut-être pas, mais on a évoqué le fait que tu vois plus haut. Donc l'idée, c'est quoi les prochaines idées, vers quoi tu vas tourner, même si pour l'instant ça reste quand même la RX-7, mais est-ce que tu vois quelque chose d'autre qui peut coller aussi dans un autre délire, pas forcément sur de la chape, qui va aussi te faire... pour faire le ring. mais qui va autant te faire kiffer et voilà, je sais pas, des caisses qui sont un peu plus haut en termes de niveau, qui sont des choses comme ça. Est-ce que tu as alors c'est un grand mot genre plan de carrière et tout, mais c'est de se dire ton évolution aujourd'hui pour toi elle est là et tu vois le truc là, qu'est-ce qu'il y a entre ça justement? Moi, l'objectif ultime, c'est F40. Je crois qu'on a le même objectif, je crois. Objectif. Je crois qu'on en avait parlé il y a très longtemps de ça. C'était Oui. F40. Mes voitures aujourd'hui me plaisent. Il y a ma R32 qui est juste derrière. Il y a ma Corvette qui est au fond, qui est en train de dormir. Et j'en ai aussi là-bas qui dort dehors. C'est bête à dire, mais j'ai 32 ans. Et j'arrive à un stade, je trouve, où j'ai eu déjà beaucoup de voitures. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de caisses cool, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un truc qui marche fort, qui est cool à conduire, mais où j'ai pas à mettre les mains tous les 4 matins. Demain, je veux partir plus bête à Deauville, j'ai 200 bornes à faire. Il faut que je me penche une semaine sur la voiture pour savoir si elle va pas me lâcher sur la route. Ouais. Donc, un truc qui roule, qui marche, qui roule fort, mais je veux pas un truc aseptisé dans le sens, pas un tracteur où ça pousse, fin de l'histoire. Je cherche toujours quand même une caisse à sensation. Moi, j'ai besoin que ma voiture, qu'elle me redonne des sensations entre le volant, les pédales et le pommeau. J'ai besoin d'avoir une caisse qui reste quand même confort à minimum, mais un peu brute quand tu tapes dedans. Donc moi, je pense vraiment à l'avenir me séparer de mes caisses. Hors RX-7 pour l'instant, c'est pas décidé. Peut-être me séparer de mes caisses pour monter en gamme. J'ai un grand kiff pour Porsche, moi. Oui. J'ai un très grand kiff Porsche. Alors, je suis un peu les opposés. J'aime beaucoup 964, 993, refroidissement à air. Et après, je pars ou soit donc, dans les classiques, vraiment posé. Par contre, je resterai dans le tuning. Air, posé dans le sol, en train de cruiser. Et si j'ai les fonds, un petit kit RWB, genre de choses. Mais ça reste quand même utilisable et rester fiable. Tu mets le petit coffre de toit au-dessus là. Exactement, ventousé à la Clément. Clément, c'est pour toi. Et je te dirai toutes les balles perdues, Clément, plus tard. Ça 86 Wish là. Non, on l'adore.
Et du coup, j'en étais où? Oui, soit ça, ou Porsche récente, mais uniquement du type GT3 ou GT3 RS pour aller tâter la piste. Parce que je reste toujours dans l'objectif de vraiment d'acheter une caisse pour l'utiliser comme il se doit, vraiment. Quitte à acheter une GT3 ou une GT3 RS, c'est pas pour rouler sur les pavés parisiens. D'ailleurs, enfin, question à part parenthèse, t'avais pu faire toi des baptêmes au BDG ou des trucs comme ça? T'avais pu monter dans des caisses ou? Non, cette année, j'ai pas pu. L'année dernière, j'ai eu la grande chance de pouvoir rouler en Porsche Cup. Oh, ok. Incroyable. Meilleure expérience. Sur Spa en plus, meilleure expérience. Caisse de folie la folie. Vraiment, meilleure expérience. En Porsche Cup. Et non, je dis une bêtise, j'ai aussi fait C'était une 458, je crois. Oui, en 458 GT3 aussi. Ok. C'était la folie aussi. Mais Porsche. Et autre marque, McLaren, à l'avenir. Je me souvenais de ça, mais j'attendais que. McLaren 720S, cette voiture, Ouais. elle me donne des émotions. Le nombre de fois où tu vois les messages passer en Jap Garage de temps en temps, ouais, McLaren. Parfois, mais j'en mets parfois en story. Des McLaren passés, je mets souvent des McLaren passés. 720S, cette voiture, elle me. Si je peux pas, je me contenterai. Enfin. 570S. Ouais. Mais ouais, ça c'est. Alors, pourquoi? Parce que déjà, je veux goûter à ça. Si tu peux te permettre de monter en gamme, tu le fais, naturellement. Mais aujourd'hui, rouler en japonaise coûte une blinde. Sans blague. Parce que vraiment, quand on voit les légendes japonaises, RX-7 Supra et Skyline GTR, toute génération, 3000 GT, Sub, Evo, etc., la moindre pièce, vu qu'il y a la mode du Youngtimer, les prix ils ont explosé des voitures. Encore, il y a des caisses qui restent abordables. Mais quand tu vois les prix maintenant des têtes de liste. Mais il y a la mode aussi de la japonaise. Bien sûr, elle a toujours été, mais en ce moment, il y a une vraie hype. C'est que rouler maintenant en japonaise, ça coûte aussi cher que rouler en supercar. Alors, autant rouler en supercar. Et au prix que ça vaut. Alors, t'as les puristes qui disent oui, mais maintenant, il n'y en a plus, etc. Ouais, mais je suis désolé, actuellement, alors je la critique pas du tout parce qu'elle est parfaite la voiture. Il y a une Supra en vente actuellement, une volant à gauche, boîte méca, turbo, Targa à 140 000 €. 140 000 €, je mets dans une R8 V10+. C'est mieux étudié, ça marche plus fort, ça a une meilleure gueule, c'est con, mais même si j'aime bien la Supra, j'en avais une, je l'ai virée il y a 2 mois. Même si j'aime bien ces bagnoles-là, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, malgré tout. C'est, exemple bête, R5 Turbo 2, ça vaut combien maintenant? 120, 130 000 €? Pour une R5 bodybuildée avec un hélice 4 à l'arrière. Alors, c'est vrai que c'est moche de dire ça comme ça. Ça reste une voiture qui a beaucoup d'histoire. C'est une voiture que j'adore personnellement. Vraiment, j'aurais pu avoir les moyens d'en acheter une à l'époque, je l'aurais fait et je l'aurais gardée. Mais au prix que ça vaut, t'as tellement mieux sur le marché et tu peux découvrir tellement d'autres sensations qui fait que je m'orienterai sur autre chose. Mais tu vois, je pense que c'est ça, c'est que en fait, quand tu te tournes vers ce genre de caisse, alors que ce soit justement les japonaises ou autres, tu l'achètes aussi pour l'histoire qu'elle a. Oui. Totalement. Enfin, moi, je trouve en tout cas, si un jour, il y a une NSX, il y a une Supra, il y a un truc, tu l'achètes vraiment pour l'histoire. En plus, forcément de la caisse, tu l'achètes aussi pour Ouais, mais il y a l'histoire. une limite. Il y a une limite. Ça, je suis d'accord. R34 GTR. Mais ouais, non, oui, il y a une limite. T'as rien, voilà, t'as rien dans toute 150 000 comptes propres. C'est devenu affolant. J'ai un ami, Francisco, qui a une Minette Purple V-Spec 2, qui habite en région parisienne. On lui a proposé plus de 200 000 €. Plus de 200 000 €. Et pour moi, ça se fait tellement rare. Franchement, moi, je m'en plains pas parce que je suis content de les avoir. Donc moi, je vais me faire de l'argent. En soi, moi, je suis content. Mais je pense aux jeunes qui ont 14, 16 et 18 ans, qui vont en avoir quand même, qui rêvent de ce genre de bagnole. Qui pourront jamais. Qui se disent, attends, pour pouvoir m'en payer une, il faut que je lâche 60 balles. À 60 000 €, t'as autre chose. Hein. C'est triste à dire. C'est des voitures que j'adore, mais pour le prix que ça vaut aujourd'hui, et je me dis, les pièces, pour ma Supra, le moindre plastique, c'était 300 balles. Déjà, entre le coût des pièces et en plus de ça, le coût de, la plupart du temps, de plus en plus de japonaises, il n'y a plus les pièces en France, donc il faut les commander au Japon. Douane, TVA rajouté derrière. Ça te donne même plus l'envie en fait de ça coûte trop cher vraiment maintenant. Parce que nous on regardait pour tu vois la Subaru typiquement, et il y a beaucoup de pièces de Sub, tout passe au Japon maintenant. Tu peux plus les, enfin sur le marché français il y a quasiment plus rien. Donc du coup
t'es obligé de commander au Japon, Voilà. c'est compliqué. Tu payes la TVA plus la douane. Plus la douane. Ça fait plus- augmenter du coup les prix des pièces et des bagnoles C'est par ça, la même occasion. plus tu payes le gars aussi qui te le ramène parce que généralement tu le fais passer par quelqu'un, tu le prends pas forcément toi-même parce que Ah ouais, si t'as c'est- pas les contacts. Donc, Même le monde de l'allemande, hein. BM c'est pareil. Hein. Ouais. Quand tu vas acheter une 325i en E36, tu dois déjà mettre 6-7 000 euros. Et encore, parfois c'est des saucisses. Ah oui. c'est ce qu'on disait hier. Hein. Le 36, c'est les pires. Enfin, le châssis d'origine, il est nul. Enfin, tu dois remettre 2000 euros C'est pour que ça. ça ressemble à Donc tu veux un quelque truc chose. qui est cool pour renforcer le train arrière. Déjà c'est une voiture qui a 30 piges, donc tu dois changer tous les cylindres blocs par la même occasion si elle n'a pas été restaurée. C'est sûr. Trouver avec un intérieur propre, c'est compliqué. Une caisse qui n'a pas été servatée en drift, c'est encore plus compliqué. Et ça, c'est pareil. À l'époque, ça valait 800 balles. T'avais une caisse super clean. Maintenant, c'est des prix de fou. Moi, la mienne, je l'ai payée 3004. C'est une 328. On m'en a proposé 15 000. Quoi. Il n'y avait plus de vernis. Enfin, elle était moche. Quoi. Je t'en dis, Attends, bah, 15 non. 000 Ouais. T'aurais dû la vendre. Non, t'es fou. Quoi. Je l'aime trop. T'aurais dû la C'est vendre. mon âme sœur, parce que je l'aime. C'est. Enfin, Il y et avait un du truc coup, à je trouve faire. ça doit- Ouais. Après, il y a d'autres caisses qui me chauffent fort. Lotus. Ouais. Les je suis exige. J'ai des amis, enfin j'en ai un ami qui en avait une, qu'il a toujours, il a une Evora maintenant. Mais avant il avait une exige. Oui, les dernières c'est les exige. Qui sont plus produites en 410 cup. Exige, Oui. je crois. Je saurais pas Non, te c'est dire. oui, exige. Parce qu'avant c'était Elise, maintenant c'est exige. Oh, des missiles. Je suis un peu moins fan moi de Lexus. Non, c'est pas le Lexus, Lotus. Lotus. Lotus, pardon. Je suis un peu moins fan de Lotus. Moi, Ah, j'aimerais c'est trop essayer. Elles sont incroyables. C'est On dirait un kart. Mais c'est justement, un kart. c'est ça qui est bien. C'est un kart immatriculé. Vraiment, c'est une tuerie à conduire. Bon, si vous en avez une, appelez-nous, s'il vous plaît. Voilà, On viendra. j'ai encore un peu de place si vous voulez. Tu veux qu'on mette ton numéro ou ton. Ouais. C'est Non, on ça. va mettre Pas ton le Insta. numéro, pas le Non, numéro, pas le numéro. l'Insta. On va mettre l'Insta. Je peux vous vendre le numéro. Et des photos de ses pieds. Ah non. Je l'ai vu venir. Et du coup, voilà, je pense que je changerai de gamme, mais je resterai dans le tuning, je me connais, quoi qu'il arrive. Après, je sais que j'ai un très gros projet actuellement, que je peux pas en dire beaucoup actuellement dans l'automobile. J'ai un très gros projet qui est full tuning. Alors là, c'est plus tuning que tumeur, je pense, et qui fait que je vais, pense, changer de gamme. Bien sûr, si mon niveau de vie Bien me sûr. le permet, bien sûr. Bien sûr. Je suis le premier à dire, si demain j'ai une galère financière, je vends. Je ne priorise pas mes voitures par rapport à ma vie, tu vois. Je préfère vendre une bagnole, être bien moi personnellement. Ouais, que Après de- j'ai la chance, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme. Donc je profite maintenant. Quand t'as une femme, après t'as des enfants. Puis c'est pas la notre même histoire. vie. C'est pas la même vie, surtout. T'as pas du tout les mêmes Et puis priorités. t'as pas la même priorité et puis t'as plus le même temps aussi potentiellement à y accorder. Hein. Ah bah bien sûr. Ah bah je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Hein. Donc, Donc profitez tant que vous avez pas d'enfants et de femmes. Parce que les enfants ça coûte cher. cette vois, phrase vraiment faudra la mettre. Je te jure. Mais je le vois, mon frère ou sa femme, elle a couché récemment. Bah, 1 mois et demi, la petite. Et c'est des dépenses. Hein. Et en fait, c'est bête quand t'as un enfant. Ça coûte Ta aussi vie, cher. c'est même pas question que ça coûte cher. Hormis cet aspect-là, ta vie, elle change dans le sens où tu te dis, j'ai un enfant maintenant. Ouais. Tu t'es focus sur ton enfant. Ouais, c'est plus les mêmes responsabilités. Ah, mais bien sûr. plus les mêmes priorités. Pour l'instant, c'est ça nos Ouais. bébés. C'est clair. C'est ça, c'est nos bébés. Bien sûr. Au moins, ça pleure pas, tu coupes le contact, on n'en parle plus, tu vois. Mais. C'est tout aussi capricieux. Hein. Ah, tiens. Roule en rotatif, tu vas voir si c'est pas capricieux. Et voilà, mais. Pour clôturer vis-à-vis de moi, ça coûte cher. Non, C'était ouais, le mot non. de la fin. Je pense que je vais évoluer. Alors, je suis très partagé, vraiment, caisse récente, qui watt fort, qui marche. Demain, je partis en vacances avec, je démarre, je mets mes affaires, je me casse, tu vois. Ou je partirai sur des vieilleries. Parce que je suis très partagé, vraiment. Pour moi, une caisse de gentleman, et là, ça, je vais te faire plaisir. Tu prends un bon vieux Shark Noise de chez BMW, noir, argent chromé, petit costard, tu roules et tu cruises comme ça. Une petite 635 là. Une 635, un E9 CS ou même un E21 en 323i. Oh. Incroyable. Non, 323 ça fait plus jeune. Mais quand tu prends un 635 Ouais. ou un E9, ça fait vraiment caisse trentenaire, quarantenaire. Tu sais, petite classe, tu cruises. Ou même une Porsche, Incroyable. une 964. Petit bandana. Toi, tu me vois dans un lowrider. Avant, tu m'as dit tout à l'heure, avant qu'on commence à tourner, tu me disais que tu me voyais dans un lowrider. Et de ouf. Dites-moi en commentaire Ouais, si grave. on me voit dans un lowrider. Avec Dites-moi les- avec quoi les on me petites voit comme lunettes, voiture. pareil. Hein Ouais, les petites lunettes pareil, le petit bandana là, et puis tu sais le coude posé comme ça là sur la vitre. Comme ça. Dites-moi en commentaire
Donc, comme vous voyez comme voiture. Ça peut être très drôle. Toi, t'as une tête de cubain à rouler dans un. Une vieille Merco. Non, ça fait plutôt polonais. Ça, c'est pour toi, ça, du coup. On va tous prendre tarif. Ouais, tu vois, c'est une séance de balles. Non, quand même pas. Ouais, du coup, c'est une Voilà. question ou autre. Parce que je parle beaucoup, je sais. Non, après, franchement, écoute, on a passé 1 heure à te découvrir, parce que mine de rien, même si Camille te connaissait beaucoup, nous, on s'est rencontrés que au BDG et au Japan Days. Et c'était réellement. vraiment en coup de vent, malheureusement. Et c'était en coup de vent. On n'arrivait pas à trouver du temps pour parler. Parce que même si on fait partie du même groupe Jap Garage, c'est vrai que y a tellement de discussions et puis on est aux 4 coins de la France. Oui. C'est aussi très compliqué de tout le temps se voir. Mais de partager un week-end et de partager 1 heure vraiment à découvrir et à se découvrir tous ensemble, même si hier soir on était déjà dans les îles. Et c'est vrai que... La petite soirée chata dans la voiture là. Julien il a kiffé. Et voilà, non, c'est vrai que en tout cas, moi j'ai passé un super moment. Et il y en aura d'autres, Ouais, on avec espère. plaisir. Mais déjà, on te retrouvera sur Wonderland, Oui. sur tous les autres événements. Et puis on sera toujours là pour faire des petites bêtises. Hein. Mais le format, j'aime beaucoup le format parce que tu apportes un côté humain à l'automobile. Et le format, il est vachement cool en fait. Maintenant que ça fait 1 heure qu'on discute, Ouais. le format, il est vraiment intéressant parce que parler technique pendant 1 heure, c'est une chose, mais tu auras perdu 3/4 de l'audience, tu vois, c'est bête. Et puis c'est pas comme je te disais depuis le début, Et c'est pas le but en c'est soi. pas le but. C'est de ça. découvrir la personne qui a derrière le volant d'une voiture. Exact. Et c'est vraiment un format qui est vraiment très cool au final. Maintenant je suis en plein dedans, hein, littéralement. Le format, il est vachement cool, il est vachement intéressant et il y a beaucoup de choses à développer. Hein, vraiment. C'est ça. Et déjà, nous, de base, en 1 heure, ça reste quand même vachement condensé. Ouais. Mais en fait, on pourrait discuter Ouais, toute la journée. voilà, toute la Oui, journée. parce qu'on aurait très bien pu Voilà. filmer en fait hier soir, qu'on est arrivé ici C'est ce ça. matin, s'installer. Et on aurait pu voir toutes les blagues, toutes les conneries qu'on se dit. Il y a eu un paquet. Et le fait est qu'elle se change à peu près toutes les heures. Cette femme, Exactement. elle s'est changée 25 fois depuis hier soir. Resto, une tenue, voiture, une tenue. Pour les- Karting, une tenue. Karting, une tenue. D'hier soir, parce qu'on est parti faire un karting, du coup. Et ouais, donc si vous voulez la voir, elle va venir avec une valise. Hein. Grave. Voilà. Je voulais jamais Sac le- Marlboro. Un la sac repérer. Marlboro adéquat, elle a eu 34. Elle a eu 34, hein. Ouais. Mais tu l'as acheté déjà comme ça, non, le on me la 34? prête le 34. Ah, on te la prête? Elle est à Pierre. Coucou Pierre d'ailleurs et merci beaucoup pour le prêt de cette voiture. Ah, je pensais qu'elle était à toi. Non. Du Voilà. coup, si quelqu'un veut donner un mot de la fin. Est-ce que tu veux clôturer Moi ou... je vous des questions. remercie. On a passé un super moment encore une fois. Et merci. Trop beaucoup court, de nous- malheureusement. Ouais, de Dommage. recevoir dans tes locaux du coup qui sont En travaux. installation, ouais. En travaux. Ouais, je suis en travaux, ouais. En travaux, mais tu nous as pondu un magnifique Un petit décor salon. avec effectivement. Et dommage qu'on voit pas, mais il y a une jante, il y a la jante d'Alexandre. Ouais. Parce que ma vidéo elle va sortir. La même, elle est derrière, mais je sais pas si vous la verrez, par Alexandre, contre. sa vidéo elle va être sortie avant la mienne, je suppose. Elle sort demain. Elle sort demain, du coup. Bah, du coup, ça sera. Ouais, Ouais, ça parce que sera, si tu dis demain, alors que moi elle va sortir plus tard, les Ouais. gens vont attendre la vidéo demain. Donc non, elle sort. Alors aujourd'hui, on est samedi. On est samedi combien? Le 7, 8 8. Samedi 8, donc elle sort le dimanche 9. Donc elle est déjà sortie. Donc C'est vous ça. pouvez aller la voir. Du coup, c'est une jante d'Alexandre. Et l'autre, elle est là, Et je sais l'autre, pas elle si est on la derrière. voit, mais il y a une jante à Alexandre. Et voilà. Non, et franchement, voilà, en tout donc cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. on a Vraiment. passé un très bon moment. Tu nous Ouais. as super bien accueillis, J'espère super que bien vous avez- hébergés. Franchement, Un gros bisou à vraiment Morgane, nickel. parce qu'elle a été au top. Grave. Ouais. Et Bisous on à a fait, Taya. même si on a fait beaucoup de. qui est en train de nous pleurer parce qu'on lui lance pas la balle. Même si on a fait un peu de route, franchement, ça valait le détour. Et même si c'était encore une fois trop court, c'était très très chouette. Vraiment. Bah, si vous faites rien la semaine prochaine, bon, on parlera en off, mais on descend à Annecy, donc passez. Ah bah pourquoi pas. Faut Je sais manger que Camille une sera pas là. raclette. Mais Pour une raclette, je vais me négocier. t'inquiète. Pour une heure Raclette. Comment ça, une raclette? Elles sont trop bonnes les raclettes Annecy. Ouais, mais attends, on est en plein été là. Et alors Y a pas de. Non. Merci. Non, désolé, on va faire un sondage si nécessaire. Il n'y a pas de saison pour une raclette. Je suis désolé. Je n'interviendrai pas. Ils font des raclettes en Réunion? Bah, bien sûr. À la Réunion. Ah oui, parce que moi c'est à La Réunion. Ouais. Et bah, anecdote, la femme de mon frère est réunionnaise. Non mais j'ai On envie va de te vous dire. quitter sur ça. Ouais. On va se quitter là-dessus parce qu'il va y avoir beaucoup d'off. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir On fait regardé plein de bisous, et un nouvel épisode.
Tous les prochains arriveront également jusqu'à Wonderland parce qu'on a encore pas mal d'invités. Et puis on espère en tout cas que vous avez apprécié le format, même si il est toujours un peu long, mais toujours appréciable à découvrir. Et puis on se retrouve une prochaine fois. Donc à bientôt. Bon, en tout cas, merci. À bientôt. Tchou.